Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve à nouveau pour un nouvel épisode de Oui Vélo où on va donner la parole, vous l'aurez bien compris, à différents spécialistes. Le but étant de nous mettre le plus possible en selle et pour cela aborder différents aspects. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Louis Rocheron qui va nous parler de son expérience au Danemark et plus particulièrement à Copenhague avec des aspects vraiment très intéressants sécuritaire, de structuration de réseau, et on pourra peut-être aborder également l'aspect santé qui en découle, bien évidemment. Jean-Louis, je vais te laisser le soin de te présenter si tu le veux bien, et peut-être qu'en suivant, tu pourras faire une sorte de tableau, on va dire, de l'usage du vélo dans la ville où tu résides actuellement. Jean-Louis, je t'en prie. Oui, merci Laurich. Donc, je m'appelle Jean-Louis Rocheron, je suis administrateur territorial, c'est-à-dire que j'étais pendant une dizaine d'années fonctionnaire dans les collectivités locales. J'ai travaillé principalement dans le sud-ouest de la France j'ai été également magistrat financier. Depuis à peu près un an et demi, je suis basé à Copenhague. Et à cette occasion, parmi mes activités, j'accompagne les collectivités françaises qui cherchent à mieux connaître les politiques publiques innovantes développées au Danemark, ce qui comprend notamment, mais souvent, le vélo et la question des transports. Super. Donc, c'est effectivement un point essentiel quand on est au Danemark et qu'on cherche un petit peu à voir autour de soi. Et on s'aperçoit très vite que le vélo a une part énorme Mm. dans les mobilités. Sur Copenhague, par exemple, dans le centre de Copenhague, on est à 60% de part modale du vélo. Sur l'ensemble de la métropole de Copenhague, on est à 30, autour d'une trentaine de pourcents. Des chiffres qui bougent assez souvent, évidemment. Je vais vous diffuser donc une présentation Ouais. sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc la question des structures et de l'intermodalité. Mais avant toute chose, je vais peut-être introduire là-dessus sur pourquoi est-ce qu'on fait du vélo à Copenhague. Exactement. D'abord, ça explique beaucoup de choses ensuite sur la façon dont le réseau est organisé. En tout cas, on ne sait pas ce qui est la cause et la conséquence, toujours est-il qu'il y a un lien très fort. La motivation principale des Copenhaguois pour faire du vélo, c'est parce que c'est le plus facile. La deuxième, c'est parce que c'est bon pour la santé, chiffre en très forte augmentation depuis les 3 dernières années. Covid, effet Covid oblige. C'est le plus rapide, c'est le moins cher, c'est le plus confortable. Et le dernier point qui vient en route, c'est parce que c'est le plus écologique. Donc les Danois sont beaucoup plus pragmatiques qu'écologistes dans leur Absolument. approche du réseau. Et donc du vélo. Et le vélo, évidemment, cet usage, c'est le fruit d'un travail constant de la ville depuis pas loin de 50 ans pour faciliter les trajets, avec un rôle essentiel du réseau et de sa sécurisation. La première force donc du schéma de Copenhague, c'est ce que j'appelle moi le macro design, c'est-à-dire le design général, la façon dont le réseau est organisé. Et donc on le voit un petit peu sur cette cocarde à droite. Euh, Plus on va se trouver dans une voie à vitesse rapide, plus la piste cyclable va être autonomisée et séparée de la circulation pour être sécurisée. Quand on est dans zone 30, tout le monde est mélangé. Il n'y a pas besoin de piste cyclable dans la vision de Copenhague. À partir de 40 km/h, vous avez de premières pistes cyclables peintes, mais à 50, 60, ce qui est la vitesse normale des axes majeurs de Copenhague, là, vous avez une piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté de la voie et, si possible, derrière les places de parking. Des voitures garées servant en quelque sorte de protection des cyclistes qui se trouvent Ouais. derrière. Et quand on Donc, est sur des sécurité axes, avant tout, quoi. sécurité avant tout. À remarquer qu'on se gare à Copenhague quand on est en général, dans le sens de la circulation, ce qui fait que là, sur votre place de parking, la portière qui va s'ouvrir le plus souvent, parce que le Oui, danger portière est le bien danger le sûr. plus fort quand Tout on, est quand on pareil. est sur une piste cyclable, la portière du conducteur va s'ouvrir sur la chaussée, Mhm. puisqu'il va se garer dans le sens de la circulation. Bien Donc, sûr. il y a peu de chances de conflit, on diminue les chances de conflit avec les cyclistes qui, eux, sont sur une voie séparée. Voilà. Mhm. Et quand on est ensuite sur des voies plus rapides, et c'est là où on va reparler pour les autoroutes à vélo, on est sur soit sur des voies unilatérales de chaque côté, mais avec une large séparation. Donc, il n'y a pas forcément de parking, c'est souvent des zones vertes. Ou alors, vraiment, quand on est notamment le long des autoroutes, puisque vous avez des pistes cyclables le long des autoroutes, là, on est sur des voies bidirectionnelles qui sont aussi très, très, très clairement séparées de la chaussée, très éloignées de la chaussée, là aussi pour diminuer les risques. La largeur des pistes aussi est un facteur de sécurité. Elles sont généralement larges, entre 1,50 m et 2,20 m, ce qui permet d'avoir toujours au moins deux vélos cargo de front qui peuvent se doubler. Le vélo cargo étant très fréquent dans Copenhague, il y en a 50 000 en circulation, où ça permet d'avoir trois vélos de front. Donc c'est vraiment un élément important. Un élément important de ce macro design, c'est la structuration, le maillage du réseau dans la ville. Donc il y a différents types de voies à Copenhague. Vous avez donc des voies de trafic qui sont les voies principales, limitées à 50 km/h. Et là, vous avez
des pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté, qui sont séparées comme je vous ai montré sur le schéma précédent. Et autour de ces différentes voies de trafic, on sert des quartiers, qui sont des quartiers d'habitation, dans lesquels les voitures n'ont pas vocation à entrer, sauf pour les résidents ou pour, on va dire, les commerces de proximité. Mais en général, les commerces sont situés le long des voies de trafic. Et donc, dans ces zones locales, ces voies locales, le trafic, la vitesse est limitée à 30 ou 40 km/h. Vous avez de très nombreux systèmes de chicanes, de ralentisseurs, etc., pour s'assurer que c'est vraiment difficile d'aller beaucoup plus vite. Et dans ces zones-là, vous n'avez donc pas de pistes cyclables en site propre, si j'ose dire, dans ces zones de trafic local. En revanche, ces zones de trafic local peuvent être traversées par des pistes cyclables dédiées qui peuvent parfois, dans certains cas, Servir, faire partie d'un autoroute cyclable bien et sûr. qui donc, ainsi, dans la partie la plus dense de la ville, Mhm. partent de là pour rayonner. Donc, on est entre les voies principales, ces zones de quartier, comme je vous disais, on est vraiment sur des logiques de sécurisation, de vie ralentie dans ces quartiers, pour aussi la qualité de vie, permettre que les enfants puissent aller à pied à l'école sans danger, etc. Et voilà. Donc, quelques petites photos. Vous avez énormément de ralentisseurs dans Copenhague, dans ces quartiers-là. Ça sert vraiment à calmer la ville. Ça, c'est l'approche du macro-design. Ensuite, vous avez le micro-design qui va encourager les cyclistes à utiliser le vélo. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Donc, je vais détailler quelques-uns. Vous avez la communication toujours positive partout, beaucoup de publicité pour encourager à faire du vélo. Évidemment. Voilà, vous êtes un bon citoyen si vous faites du vélo. C'est comme Ouais. ça, c'est le message transmis, le message Mhm. officiel. C'est pas seulement vous avez le droit éventuellement si vous ne faites pas trop de bruit. Non, non, vous êtes au cœur du système de transport. Après, vous avez des privilèges de circulation. Donc, les feux à ondes vertes, la chronologie des feux en faveur des cyclistes, des voies alternatives propres quand il y a des travaux, toujours au détriment des automobiles, Ouais, ouais. des compteurs de feu, des panneaux dédiés qui indiquent la durée du trajet, des poubelles dédiées, j'en montrerai un peu plus loin, la viabilité hivernale et l'entretien qui est prioritaire. Les pistes cyclables de Copenhague sont toujours déneigées avant 8 heures du matin, puisqu'on considère que c'est là où il y a le volume principal et c'est là où ici il y a le risque d'accident le plus important. De nombreuses pompes et outils publics et plein de petits micro-aménagements, de nombreuses possibilités de parking et la façon dont le réseau est pensé et conçu, notamment au niveau des intersections, euh, est fait pour limiter les incivilités. C'est-à-dire que ils font des études comportementales sur les points accidentogènes pour ensuite Mhm. adapter l'infrastructure. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir par application d'indiquer les points chauds, si j'ose dire, qui nécessitent d'être repensés ou quand il y a un défaut dans la chaussée, etc. On peut transmettre des photos avec la zone en question. Voilà. Là, à droite, en bas, vous avez un petit nudge sympathique à proximité des intersections des feux pour poser son pied, pour éviter d'avoir à poser le pied par terre et pouvoir repartir plus vite. Quelques petits autres éléments, c'est toute cette approche smart qui cherche qui est vraiment présente pour faire évoluer le réseau en permanence. On mesure en permanence avec des compteurs. Donc là, vous en avez un à droite, ou avec des systèmes de comptage provisoire. Là, vous avez des petits boudins sur la chaussée qui servent à OK. compter sur cette autoroute cyclable que je prends tous les jours, le nombre de vélos. Voilà. Et c'est Et quoi? des C'est analyses vidéo pour aussi. encourager ça? Ce genre de compteur, Non, c'est c'est pour mesurer. C'est pour pour mesurer. arriver à mesurer la fréquentation et donc OK, parfois adapter l'infrastructure. ça marche. Voilà. Donc il y a des et puis aussi bon, c'est des statistiques intéressantes à valoriser pour Bien sûr, bien encourager. sûr. Ils font souvent aussi des analyses vidéo, c'est-à-dire que quand on Mhm. a sur un carrefour qui est perçu comme accidentogène, ils vont Mhm. mettre des webcams, ils vont filmer pendant quelques Mhm. jours et à partir de là, ils vont analyser les comportements, adapter l'infrastructure. Et puis évidemment des sondages plus classiquement. Donc on va observer et poser des questions pour adapter le réseau. Quand j'ai évoqué un peu plus tôt les micro-aménagements, Oui. les micro-aménagements cherchent à faciliter la vie des cyclistes, notamment quand on veut monter sur une piste cyclable. Puisque la piste cyclable, comme vous le voyez ici, là c'est quand je sors de l'école de mes enfants, j'ai Mhm. besoin d'aller à gauche. Donc, ça veut dire qu'il faut que je traverse la chaussée et que je Mhm. monte sur la piste cyclable. Pour Mhm. ça, la ville a fait aménager, vous voyez, un petit boudin de OK. bitume qui me permet de monter sur la piste cyclable sans difficulté avec mon vélo cargo. Mhm. Ça, c'est ce que j'appelle un micro-aménagement Mhm. qui rend la vie plus simple aux cyclistes. Voilà. Et c'est quelque part, ça correspond à ce qu'on appelle la ligne de désir, c'est-à-dire l'endroit, le chemin que le cycliste veut prendre. Et souvent, voilà, c'est un comportement qui n'a pas forcément été prévu par les ingénieurs à la base, mais voilà, par un tout petit aménagement de ce type-là, ben voilà, on permet de répondre à ce besoin. Et donc ça, vous en trouvez vraiment partout. Vous avez pas mal aussi de systèmes
de nudging, c'est-à-dire d'utilisation de différents types de revêtements pour favoriser les circulations cyclables et limiter les conflits. Là, vous avez par exemple une zone pavée, piétonnière, Mhm. avec pas mal de piétons, parce qu'on est à proximité d'un centre commercial et d'un pôle multimodal, parce que vous avez un arrêt de métro là derrière à droite, vous avez également un gros lycée qui se trouve à côté. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe. Et donc pour s'assurer que les vélos qui passent à travers cette zone, puisque c'est également sur un autoroute cyclable important, pour éviter les conflits, sur ce pavage, vous voyez, vous avez vraiment une zone avec des pavés rabotés, lisses, pour que les cyclistes y aillent prioritairement. Les pavés, les gros pavés à côté sont désagréables à vélo, donc vous allez être incité fortement à rouler sur ces zones-là plutôt qu'ailleurs. Là également, on a la même chose à droite. On a un quai le long de la mer à Copenhague. Beaucoup de monde aussi en été sont sur ces zones-là parce qu'évidemment, il y a du soleil, c'est agréable. On peut se baigner dans le port, donc c'est vraiment très fréquenté. Et donc, pour limiter les conflits avec les cyclistes qui viendraient là, comme c'est à nouveau des gros pavés très désagréables de rouler dessus, et c'est fait exprès, vous avez ces bandes de pavés lisses qui sont, elles, beaucoup plus attirantes pour les vélos. Donc là aussi, vous voyez, la sécurité se fait aussi par l'aménagement. Mhm. Alors, voilà, des petits aménagements prioritaires. Donc, quand il y a des chantiers, ils mettent des conteneurs ouverts, en fait. On passe à travers. Et parfois, vous avez dessus la cabane de chantier ou Pour alors sécuriser, ouais. l'échafaudage qui s'appuie dessus. À nouveau, sécurité. Mhm. Des rampes pour pouvoir monter et descendre des Ah oui. vélos dans certains cas, On aime en notamment voir dans quand il les faut gares. prendre le métro dans les gares, etc. C'est très fréquent. Donc ça, c'est la philosophie générale du réseau de Copenhague, macro-design, micro-design. Ok, Et ça se retrouve évidemment quand on sort de Copenhague, qu'on va sur les autoroutes cyclables. ok. Donc les autoroutes cyclables, c'est un projet qui a été lancé en 2009 avec un budget très important et l'objectif étant de vraiment rayonner très loin de Copenhague. Donc vous avez une carte à droite. Alors peut-être que les villes ne vous disent rien, mais la plus éloignée se trouve à plus de 40 km de Copenhague. Moi, c'est ça. Donc, C'est ça qui m'intéressait, ouais. bon, Ok. on est sur une distance de 40 km Ouais, sur les voies ça. existantes. Sur les voies alors, financées et projetées, vous voyez, quand vous voyez les nuances de gris, on va vraiment sur des territoires qui sont encore plus lointains. Potentiellement, le réseau ira rayonner autour de 60 km autour de Copenhague. Donc, on Ok. va chercher vraiment très, très loin Très loin, ouais. les personnes, sachant qu'évidemment, 60 km, ça fait quand même à vélo, même si on pédale bien, Ouais, c'est ouais. quand même long. Non, c'est très, très L'intérêt long, ouais. principal, c'est pas tant les personnes qui vont partir de l'extrémité de cette Mhm. voie pour aller jusque dans le centre de Copenhague, Mhm. c'est plutôt des Maillage. itinéraires de rabattement pour aller vers les stations de train, vers les stations de RER, équivalent RER, et potentiellement, dans certains cas, métro. C'est surtout des itinéraires de rabattement pour favoriser justement cette dernière partie pour aller ensuite prendre le train, prendre le métro, prendre le RER et aller dans la ville. Donc, depuis 2009-2021, ce projet qui est porté au Danemark par les régions, puisque les communes danoises, c'est la strate principale, vous avez 90 communes pour les 6 millions d'habitants du Danemark, Mhm. gèrent la question de la voirie. Les Les voiries, ouais. régions, elles, sont plutôt positionnées sur la santé, mais elles ont argumenté leur implication sur le vélo en raison des bénéfices socio-économiques, et principalement sur la santé, pour pouvoir justifier du financement. Donc les régions sont chargées de ce projet et donc elles ont mesuré voilà, un effet positif sur en gros la première dizaine d'années d'existence de ce réseau d'autoroutes cyclables, donc avec voilà, beaucoup plus de vélos, des trajets qui sont quand même assez longs, 13 km en moyenne, beaucoup de vélos électriques et même de plus en plus de vélos électriques, qui est Mhm. véritablement quelque chose qui change la donne complètement pour ces autoroutes cyclables et qui leur donne une très très forte dynamique. Et voilà, des vitesses beaucoup plus rapides, 170 km déjà construits, 29 000 usagers par jour en maximum en jour ouvré, et des bénéfices socio-économiques, donc 750 millions d'euros par an estimés, dont évidemment la très grosse majorité est sur les coûts de santé, les 612 millions de santé, évidemment, lutte contre l'obésité, amélioration de la C'est santé sûr. cardiovasculaire, Ouais. etc., etc., Mais ça, c'est un point lutte contre le essentiel. stress. La liste est très très longue des bénéfices du vélo sur la santé. Mais c'est vrai que je m'arrête 2 secondes, Jean-Louis, c'est vrai que Ouais. c'est un point absolument essentiel, je trouve, et remarquable, la façon dont les régions se sont emparées en fait de ce sujet
pour structurer les infrastructures en partant sur leurs compétences qui est celle de la santé. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus sédentarisée avec les risques Hum, cardiovasculaires que l'on connaît. Et c'est vrai que chez WeVélo, on essaye autant que possible d'améliorer ce nombre de vélotaffeurs et en structurant en fait le réseau comme c'est l'exemple en fait au Danemark, c'est absolument remarquable, je pense, pour inciter les gens à utiliser le vélo dans leur usage quotidien. a- Absolument Ulrich. Mais je me dirais que c'est lié en fait à la façon dont les Danois perçoivent aussi la santé. Oui, Le système de santé danois met l'accent très fortement sur la prévention. oui. Vous avez très souvent des rendez-vous en anticipation, en fait, des phases les plus critiques de la vie. Voilà, avec des visites obligatoires, quand on est enfant, quand on est adulte, quand on est sur le point de prendre sa retraite, etc. Donc cette logique de prévention est beaucoup plus ancrée au Danemark dans le domaine des politiques santé que chez nous. Donc ça s'explique aussi pour ça, pour cette raison-là. Mais peut-être que chez nous aussi, nous avons aussi cette volonté d'avancer davantage sur la prévention. Et effectivement, ça peut être l'occasion là aussi de remettre le vélo sur la selle, si j'ose dire, Bien sûr. dans les politiques de santé. Mm. Donc, pour parler en détail des autoroutes cyclables, dans Copenhague, vous avez donc un maillage d'autoroutes cyclables assez important sur des réseaux de voies vertes. Donc là, on est vraiment sur la commune de Copenhague. On peut aller Mhm. un petit peu partout. Et donc, mais comme vous avez vu sur le schéma précédent, ça rayonne après très loin, très Mhm. très 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 loin au-delà. Ça s'appuie principalement donc sur la réutilisation de zones interstitielles, Sûr. d'anciennes emprises ferroviaires. Là, vous voyez une carte de la fin du 19e siècle. Ces anciennes voies de chemin de fer, maintenant, c'est des autoroutes cyclables qui sont présents dans ces zones-là. Voilà, c'est un réseau, donc c'est assez intéressant, donc comme il a été fait sur des emprises existantes, parfois ils ont tenu tenir compte de certaines situations. Donc là, par exemple, vous avez un arbre centenaire, l'autoroute cyclable fait un petit détour de l'arbre, ce qui permet Magnifique. au passage de diminuer un peu la vitesse. Et vous voyez les bandes vibrantes juste devant pour prévenir du danger pour ceux qui sont les plus distraits. Mhm. Le long des autoroutes cyclables, donc c'est vraiment pensé comme des voies vertes. Mhm. Alors, vous avez des petits services, donc potentiellement des systèmes de pompes, fontaines à eau, des petits espaces conversationnels. Vous avez des poubelles adaptées, donc c'est des poubelles inclinées qui permettent de jeter donc son déchet. Voilà, quand on est à vélo, on peut qu'on ralentisse un petit peu, des espaces de sport. Et on est sur une autoroute cycliste qui est réservée aux cyclistes, mais là aussi, sécurité oblige, on assure parfois l'infrastructure permet de ralentir, d'obliger le cycliste à ralentir. Donc il y a des systèmes de chicane, de ralentisseurs, de bandes vibrantes. Là, on est juste après une intersection, et donc en arrivée de l'intersection, vous voyez, vous avez un ralentisseur, des bandes vibrantes, vraiment pour limiter les conflits et sécuriser au maximum les cyclistes. Quand on sort de la ville, et là on est situé à une trentaine de kilomètres au nord de Copenhague, on pourrait appeler ça ouais, des routes de gabarit Mhm. départementales, vous voyez à nouveau des pistes cyclables unidirectionnelles, séparées par un petit espace, Mhm. et là à droite par une différence de niveau, puisque vous avez peut-être 10 Mhm. cm de hauteur, et à gauche une bande verte, une bande herbée, donc des séparations toujours très très claires avec la chaussée qui sécurise. Et comme je vous le disais, ce réseau, il est pensé en interaction avec les transports en commun, À avec terme, le réseau des transports en commun. Et donc, sur Copenhague, vous avez un réseau à plusieurs niveaux. Vous avez historiquement déjà bon, un réseau de bus classique. On n'est pas incité à prendre son vélo dans le bus. Ça, c'est sûr. C'est pas incitatif. C'est possible, mais c'est pas incité. Ensuite, vous avez un réseau de métro qui est assez récent, qui a une vingtaine d'années, qui est principalement sur le enfin, sur le territoire de la commune de Copenhague, sur les 600 000 habitants de Copenhague. Là, l'utilisation du vélo n'est pas encouragée. Elle n'est pas interdite, sauf durant les heures de pointe. C'est payant pour prendre son vélo dans le métro. Ce qui fait que c'est désincitatif. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un point important à souligner, il y a un réseau de RER Mhm. ancien Mhm. qui existe depuis les années 1920, 1930. En fait, c'est des trains, voilà, des trains de proximité qui ont été Mhm. structurés dans un système de RER, ce qu'on a beaucoup vu en Allemagne aussi. Et là, en revanche, depuis 2010, le fait de prendre son vélo est gratuit. Et évidemment, ça a été un élément très important qui a changé la donne et qui a amplifié énormément l'usage du vélo dans la grande banlieue de Copenhague, puisque vous avez une multiplication par 5 du Ah nombre ouais, c'est énorme. d'usagers avec vélo. Et donc, il y a 9 millions de voyageurs par an qui Mhm. ont un vélo dans le RER.
Et ça a demandé aussi une adaptation des wagons C'est ce que j'allais te dire, oui. et des gares Ouais, pour pouvoir faciliter bien le sûr. fait de transporter son vélo dans le RER. Mm. Vous avez également la possibilité de prendre le vélo dans les trains interrégionaux, Mm. donc à travers tout le pays, grosso modo. C'est assez facile, c'est payant, mais c'est assez facile. Et donc, quand on prend un RER, là, je vais vous montrer voilà, une photo d'un wagon en bas. Vous voyez, donc OK. d'une part, on voit clairement à l'extérieur où on peut Oui, mettre son vélo. c'est plus Vraiment, rapide qu'en vraiment pas le France. voir. C'est assez simple, c'est assez explicite. Et donc, à l'intérieur, donc vous avez le wagon qui est organisé, vous voyez, avec des flèches, parce Signalétique, qu'effectivement, on signalétique, ouais. rentre par une porte, on sort par l'autre, ce qui Mm. permet que les gens, voilà, Mm. au moment de l'embarquement, débarquement, ça aille vite, ça débite. Mm. Et à l'intérieur, vous avez la place pour une soixantaine de vélos par train, par rame de RER. Donc, évidemment, c'est très utilisé. Et au passage aussi, ça a énormément amélioré l'accessibilité des RER pour les poussettes, les personnes à mobilité réduite, les fauteuils roulants, etc. Personnes à mobilité réduite et fauteuils roulants qui sont aussi les grands gagnants, les grands bénéficiaires du réseau cyclable en général, puisque évidemment, elles ont tout à fait le droit avec des fauteuils électriques de Mm. rouler sur les pistes cyclables. En général, ils roulent à 20 km/h, donc c'est parfait. Mm. Et comme vous avez tous ces systèmes de plans inclinés, etc., Mm. elles en bénéficient énormément en termes de mobilité. Donc l'impact sur la santé, on le Ah, voilà, disait, est très important. bien sûr. Il y a un impact positif sur de nombreuses pathologies, cardiaques, diabète, cancer, stress, donc toutes les maladies, je dirais, contemporaines. Au niveau de la région capitale, donc, la région qui comprend Copenhague, on va dire sa grande banlieue, on estime qu'il y a environ 1 milliard d'euros d'économies induites par l'usage du cyclisme par Mm. an. Mhm. 1,1 million d'arrêts maladie en moins et 30% de comorbidité en moins pour les adultes qui font du vélo au quotidien. Donc c'est effectivement essentiel dans la façon dont on prévient, on va dire, les maladies, les pathologies au Danemark. Intéressant de voir que, vous voyez, en France, on parle beaucoup du sport santé, du sport sur ordonnance, etc. Mais voilà, à partir du moment où on se déplace à vélo, c'est bon, on a ça qui est inclus, on résout notre problème de mobilité, c'est bon pour la santé, et donc les bénéfices sont énormes. À noter de façon plus anecdotique que les tests sanguins, Mm. les voyages entre les différents hôpitaux de Copenhague, Mm. dans des vélos cargo comme celui qu'on voit juste en bas. Donc on les voit très souvent se promener entre les différents hôpitaux, les centres de tests, etc., dans la ville. Et ce bénéfice pour la santé, c'est aussi un bénéfice socio-économique global. Bien sûr. On disait, il y a des modèles qui ont été étudiés donc, par le ministère des Transports danois qui considèrent les coûts et bénéfices de l'utilisation du vélo ou de la voiture et OK. l'utilisation du vélo ou de la voiture électrique. Mhm. Enfin, voiture électrique ou vélo électrique. Donc, 1 kilomètre en voiture coûte à la société en moyenne 16 centimes d'euros. Et Mhm. 1 kilomètre en voiture électrique coûte un petit peu moins, parce que le Mhm. bénéfice environnemental est un tout petit peu meilleur, mais ça coûte quand même à nouveau 13 centimes d'euros par kilomètre. À Mhm. l'inverse, le vélo, lui, c'est un bénéfice. C'est un bénéfice, c'est un gain pour la société d'environ 85 centimes. Et le Mhm. vélo électrique, c'est 50. aussi un Mhm. bénéfice un peu Mhm. moindre, parce qu'évidemment, l'effort physique n'est pas le même, Mhm. l'impact environnemental n'est pas le même non plus, mais c'est quand même aussi un bénéfice important Absolument. de Absolument. 50 centimes d'euros par kilomètre, 51 centimes d'euros. Et puis après, vous avez moult bénéfices Mhm. sur le commerce de proximité, puisqu'évidemment, on va acheter plus proche de chez soi, on va aller davantage faire son shopping en proximité, ça facilite l'emploi. Vous avez évidemment tout un écosystème de marchands de vélos, réparateurs, etc. sur Copenhague. Et puis sur la logistique des 1 kilomètre, on l'a vu dans le cas précédent pour les transports un petit peu urgents de santé dans Copenhague, c'est très utilisé. Vous avez 50 000 vélos cargo sur Copenhague qui permettent de manier la ville. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur la situation à Copenhague, Merci. sur la structuration du réseau, les autoroutes et l'impact social-économique du vélo. Bah, Voilà. merci infiniment pour cette présentation, Jean-Louis. Bah, j'ai envie de dire, c'est le rêve, quoi. C'est quasiment la mecque pour tous les cyclistes. Mais je crois que et tu m'arrêteras si je me trompe, mais
j'ai le sentiment que c'est le fruit d'une réflexion qui a commencé il y a déjà quasiment 50 ans, et peut-être même au moment du choc pétrolier, hein, on peut ramener, pourquoi pas, la genèse de cette réflexion à ce moment-là, où certains États Exactement. se demandaient comment être finalement autonomes. Et je crois que les pays nordiques ont peut-être pris cette réflexion à cet instant-là. Et 50 ans après, moi, ce qui m'épate, c'est de voir à quel Mm. point donc, les pouvoirs publics ont réussi à inciter les gens à prendre en fait le vélo, principalement en structurant le réseau comme tu viens de nous le montrer, mais en gardant à l'esprit je dirais le bénéfice immédiat qui est plus qu'économique, c'est celui de la santé. Car c'est bien gentil de vivre plus vieux, mais encore faut-il vivre plus vieux et en meilleure santé. Et je crois qu'ils y arrivent à merveille grâce à l'utilisation du vélo. Voilà ce que ce à quoi ça me fait penser, en fait, immédiatement. Absolument, Ulrich. Effectivement. Alors, moi, je dirais même que le vélo n'a pas autant décliné, en fait. Il n'a pas eu Hum. le temps de décliner autant. Parce qu'effectivement, quand il y a eu les chocs pétroliers dans les années 70, les pays nordiques ont eu des gros problèmes d'essence, des gros problèmes également économiques. Il y a eu une crise économique très forte dans les années 70. Et les pays se sont appauvris. Et donc, en fait, ils avaient tout configuré pour être des pays tout automobiles dans les années 60. Et Voilà. donc, tout s'est effondré dans les années 70. Tout s'est effondré brutalement. Hum. Et en fait, le vélo, bah, tout simplement parce qu'il était toujours là, parce qu'il coûtait pas cher, parce que c'était pas très compliqué en fait de le maintenir et de l'accroître. Et d'un point de vue économique, bah, ça avait de multiples avantages voilà, d'investir dans ce domaine, est devenu quelque chose d'important. Tout le discours ensuite qui est venu sur la santé, ça c'est venu un peu plus tard, parce qu'évidemment on a commencé à avoir du recul, on a commencé à construire une argumentation. Et la structuration du réseau tel que je te voulais montrer là est aussi le fruit d'un cheminement long. Et donc Ouais, l'avantage, nous, en France, c'est que on a l'avantage de notre retard. C'est-à-dire que maintenant, on peut venir, on peut utiliser ce savoir, ce absolument. savoir-faire, et Absolument. assez vite, avec des investissements assez limités, Ouais, structurer un réseau intelligent et ouais, efficace, et avec des bénéfices dont on pourra tous bénéficier assez rapidement. Donc on est en retard peut-être sur certains points, mais on peut bénéficier de cette intelligence absolument. et rattraper le temps perdu relativement vite. Non, moi, je suis Voilà. entièrement d'accord avec toi parce que c'est vrai que enfin, on peut vraiment, vraiment s'inspirer de leurs 50 années de réflexion. Je pense que la stade d'après, c'est qu'il faut qu'on ait une réflexion collective et finalement faire en sorte que l'on communique un petit peu moins sur l'aspect vertueux d'avoir un véhicule électrique et plutôt, je dirais, faire un transfert et bouger le curseur en disant qu'il est certainement plus vertueux d'utiliser un vélo, fut-il électrique, hein, pour en tous les cas, je dirais, donner le premier coup de pédale, mais en tous les cas, le report modal est tellement bénéfique pour la société quand on abandonne les véhicules, les voitures, hein, pour le dire simplement, pour le déplacer Mm. vers la mobilité active, voire l'intermodalité pour améliorer en fait cet usage. Je crois qu'on a un gros gap en faire, à mon avis, d'un point de vue communication de ce point de vue-là. Et espérons qu'un jour, on a un peu moins de publicité pour les voitures sur nos écrans et peut-être un petit peu plus sur les vélos pour comprendre que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Je te remercie infiniment pour cette présentation. Je me permettrai de mettre le lien vers ton profil LinkedIn en fait en bas Mm. de cet article. Avec plaisir. Et je crois véritablement que comme tu es je dirais sur place, on voit que tu as creusé la question. Moi, je ne peux qu'inviter et inciter fortement les collectivités qui se posent en fait des questions d'amélioration, hein, de l'usage des mobilités douces et actives, bah, se rapprocher de toi, hein, tout simplement, pour que tu puisses leur faire part de ton expérience sur le terrain et leur montrer les nombreux exemples vertueux que les pays nordiques ont à nous apporter aujourd'hui. Absolument, Ulrich. Je soulignerai évidemment qu'il y a la question des vélos et du transport qui nous intéresse au premier chef, mais vous avez d'autres sujets où l'exemple danois est intéressant, la gestion des déchets Hmm. et évidemment derrière tout le traitement qui vient avec, la structuration de l'espace public qui est très différente, qui donne des villes très agréables à vivre, très vivantes, chose qu'on a parfois un petit peu perdue en France. Il y a aussi des travaux très intéressants sur l'aménagement des cours d'école, des crèches, voilà, tous ces espaces qui ont vocation à être très polyvalents et très intégrés dans la ville et très ouverts aussi, là aussi où chez nous cela manque, sur les énergies,
puisque par exemple, pour réduire la facture environnementale et énergétique, le Danemark met l'accent sur les réseaux de chaleur, ce qui fait des économies considérables au niveau du pays et permet de mieux contrôler les émissions de carbone. Toutes les énergies, évidemment, l'éolien, ça c'est connu. Et on va dire toutes les questions urbaines où je pense qu'on a énormément de choses à apprendre, des exemples du Danemark en tout cas, et peut-être potentiellement aussi de la Suède, mais je connais un petit peu moins bien. Oui, mais ça, je n'en doute pas qu'il y a aussi des nombreux exemples assez sympas à aller piocher de ce côté-là également. Merci infiniment, Jean-Louis. Je te dis à bientôt et on continue d'échanger sur nos profils de LinkedIn. À bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir.